maintenant l'invité de la matinale. Il vient de publier Voix de passage avec Laurent Berger, ex-numéro 1 de la CFDT. Il préside et dirige depuis 4 ans la plus vieille entreprise du CAC 40 spécialisée dans la construction durable. Benoît Bazin, bonjour. Bonjour. Merci d'être ici avec nous sur Radio Classique pour parler aux auditeurs de notre station et de cette entreprise créée par Colbert et qui célèbre cette année ses 360 ans. On a du mal à concevoir qu'une entreprise du CAC 40 soit aussi ancienne. Et vous sortez ce livre avec Laurent Berger au moment où la France semble dans une impasse avec ce conclave qui n'a pas donné de résultat et qui va se poursuivre sous une forme différente dans quelques jours supplémentaires. Comment percevez-vous cette crispation sur les retraites ? Qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui avez passé pas mal de temps avec Laurent Berger, qui est un ancien syndicaliste? Moi, j'en retiens quand même des choses positives, c'est-à-dire qu'on voit que quand il y a du dialogue, on peut avancer. Il y a un accord sur l'âge à 64 ans. Il y a un accord sur le besoin de fondamentalement réformer les retraites et arriver à l'équilibre au plus tard en 2030. Il y a eu aussi des ouvertures sur la capitalisation. On sait que les fonctionnaires en France ont un système préfond de retraite par capitalisation. Donc il y a quand même des points positifs. Après, moi ce que je retiens, c'est qu'il faut aller au bout du dialogue. Le dialogue permet de trouver des compromis, permet de trouver des voies de passage. C'est le titre que nous avons donné avec Laurent Berger à ce livre, et d'avancer et de faire bouger les lignes. Donc il faut essayer de dépasser les clivages. On a l'impression quelquefois en France qu'on se définit par des oppositions et non pas par de la convergence. Donc moi j'appelle de mes vœux qu'on continue d'avancer et qu'on trouve des solutions parce que ça fait avancer le pays. Benoît Bazin, PDG de Saint-Gobain, vous dirigez une entreprise qui est présente dans 44 pays. 80 pays. Ah, j'ai mal lu. 80 pays, ça veut dire 160 000 salariés dans le monde entier, c'est 160 000. Oui. Il y a des endroits dans le monde où on travaille un peu plus qu'en France. On a du mal à faire ce constat en France avec les partenaires sociaux qu'il faut travailler plus pour financer l'essentiel, c'est-à-dire notre assurance maladie et notre système de retraite. Est-ce que les bras vous en tombent quand vous voyez qu'on reste bloqué sur cet âge légal de départ à 64 ans quand d'autres pays l'ont passé à 67? Est-ce que vous vous dites, ils sont en train de se battre sur les 64 ans alors que l'enjeu est ailleurs, l'enjeu est peut-être même au-delà? Quand on voit le monde aujourd'hui, avec des enjeux géopolitiques, économiques, de souveraineté très importants, c'est vrai qu'il faut avancer. Mais si vous voulez, même en France, si on reste sur la France, moi ce qui me frappe, c'est qu'on passe beaucoup de temps, depuis 4 ou 5 ans sur les retraites, et on ne parle pas des jeunes. L'avenir de notre pays, c'est la jeunesse. Aujourd'hui, les jeunes n'ont pas accès au logement. On ne se préoccupe pas tellement de leur éducation, qui a été dégradée. On va leur laisser peut-être un environnement dégradé. On a un accord unanime pour raboter l'aide à l'apprentissage, alors que par ailleurs, aucun parti politique ne s'est offusqué qu'on augmente les retraites de plus de 5% en 2024. Donc il y a un déséquilibre générationnel en France. L'avenir de notre pays, c'est la jeunesse. Donc moi, j'aimerais qu'on passe plus de temps pour préparer l'avenir du pays que de passer du temps sur les retraites. Alors vous mettez le doigt sur un débat brûlant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on rémunère mieux des gens qui ne travaillent pas plutôt que des gens qui sont au boulot ou qui cherchent du boulot. Vous parlez des jeunes, mais il y a aussi les actifs dont les salaires progressent pas assez. Il y a aussi la taxation du travail qui est un handicap. Est-ce que vous regrettez la surtaxation du travail qui devrait être libérée et peut-être un transfert aussi d'augmentation des pensions de retraite vers les salariés? C'est clair que en France, nous avons un problème de compétitivité du coût du travail, notamment à cause des charges qui pèsent sur le travail, puisque ça coûte quasiment 2 fois à l'employeur ce que le salarié touche en net dans ses rémunérations. Donc on a un sujet de compétitivité du coût du travail et donc de charge du travail. Après, on a un sujet général de dépenses publiques, d'équilibre des dépenses publiques, et je ne vois toujours pas de courage politique, d'efforts de convergence, de voies de passage pour réduire et restructurer la dépense publique. Ça, c'est un vrai enjeu pour le pays parce que nous n'avons pas les marges de manœuvre, les ressources budgétaires pour innover, pour préparer l'avenir à cause de dépenses publiques qui n'ont pas été du tout restructurées depuis plusieurs années. Benoît Bazin, président de Saint-Gobain, pourquoi ce courage n'existe pas ? D'après vous, quelle est la cause de cette absence de courage? Alors que il y a des modèles, je vous promets du sang et des larmes, un discours de vérité, ça c'est le grand running gag à chaque changement de Premier ministre.
Pourquoi ce courage n'existe pas ? Comment vous l'analysez ? Si je fais un parallèle avec le monde de l'entreprise, elle a une mission claire, c'est sa performance économique, sa performance vis-à-vis de l'environnement, ses relations sociales. Donc, elle a l'objectif d'avancer et elle vise finalement l'intérêt général de l'entreprise. Quelquefois, nous avons l'impression en France que dans le monde politique, on se crispe sur des positions personnelles à très 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 court terme. Finalement, aujourd'hui, l'entreprise est dans le long terme. La transition environnementale, nous visons à 10 ou 20 ans des investissements. Quand on rentre dans un pays, on y est pour 30 ou 50 ans. Depuis, par exemple, plus de 150 ans en Allemagne. Donc, il n'y a pas, je crois, aujourd'hui, dans le débat politique en France, le sens de l'intérêt général du pays et le sens du long terme. On se pose la question de sa réélection, de ce qu'on va dire au journal du 20h le dimanche soir, mais pas de l'intérêt général à long terme. Donc, je crois que c'est un hiatus très important entre le monde de l'entreprise qui est dans de la concurrence internationale. Ça nous permet aussi, en instantané, de voir ce qui se passe dans d'autres pays. Moi, je voudrais que nos pouvoirs publics aillent voir ce qui se passe au Portugal, qui était en crise budgétaire il y a 15 ans, qui est en surplus aujourd'hui, d'aller voir la Suisse, qui a quasiment 30% d'immigrés en Suisse, avec de gens qui ne sont pas nés en Suisse, mais un système d'innovation, de compétitivité, de services publics extraordinaire. Benoît Bazin, PDG de Saint-Gobain, l'autre actualité de cette semaine, c'est tout simplement la chaleur. Et derrière cela, évidemment, le réchauffement climatique. Saint-Gobain intervient dans ce que vous appelez la construction durable. Alors, ma question est toute simple. Vous allez faire une leçon de choses, une leçon de matériaux à nos auditeurs. Qu'avez-vous à leur dire sur ces matériaux d'aujourd'hui et de demain qui permettront d'encaisser l'augmentation des températures ? Alors vous avez raison que le confort d'été, c'est un sujet de plus en plus important. Il faut fondamentalement, pour l'été comme pour l'hiver, travailler ce qu'on appelle l'enveloppe du bâtiment. C'est la toiture. Nous avons par exemple, nous sommes à Paris, beaucoup de chambres dites de bonnes sous les toits en zinc qui ne sont pas isolées. Donc isoler son toit, c'est 30% de déperdition d'énergie l'hiver, c'est aussi beaucoup de chaleur l'été. Ensuite, il faut essayer de se protéger de l'apport solaire sur les fenêtres. Nous avons par exemple développé du vitrage qu'on appelle Eclase Sun. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est du vitrage sur lequel on va déposer une douzaine de couches atomiques pour réfléchir la chaleur, donc l'infrarouge, pour autant laisser rentrer la lumière, parce que nous avons besoin naturellement de lumière, et c'est quelque chose qui est très précieux même pour le bien-être chez soi. Donc il faut fondamentalement travailler l'enveloppe du bâtiment, d'abord isoler ses combles avec de la laine de verre, de la laine de roche, travailler la lumière naturelle qui rentre mais pas la chaleur, typiquement un vitrage Saint-Gobain qui a été développé Eclase Sun il y a plusieurs années, travailler aussi l'inertie thermique des murs, on a développé des offres en terre crue. C'est un peu des constructions traditionnelles. Autrefois, on construisait avec du pisé, avec de la terre crue. Ça redevient à la mode parce que ce sont des matériaux qui ont de l'inertie thermique et donc la chaleur absorbée pendant la journée ne va pas être relarguée trop rapidement et finalement, elle va rester dans les murs. Benoît Bazin, depuis que vous êtes arrivé à la tête de Saint-Gobain, le groupe a fait des acquisitions, on va en parler, dans ce qu'on appelle le secteur de la chimie de construction. J'ai découvert cette expression tout récemment et parce que je vous avais invité. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la chimie de construction, ce qui est devenu votre métier fondamental ? Alors c'est au cœur de la stratégie de Saint-Gobain qui est d'être leader mondial de la construction durable. La chimie de la construction, ça apporte deux caractéristiques qui sont la décarbonation du monde de la construction, qui représente entre 35 et 40% des émissions de CO2. C'est la durée de vie du bâtiment, la bonne efficacité énergétique, on vient d'en parler, mais aussi décarboner les matériaux. Donc décarboner le ciment et le béton. Nous avons des additifs, donc c'est 1 ou 2% d'additifs dans la composition ou d'adjuvants du béton et du ciment qui permettent de le décarboner parce qu'on substitue des matières premières très carbonées. Et puis la performance, la productivité sur les chantiers parce que il faut construire notamment en pays émergents vite et bien. Donc la chimie de la construction, c'est un ensemble de marchés d'à peu près 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Nous faisons maintenant 6,5 milliards d'euros. Nous avons multiplié par plus de 2 nos ventes. Ça peut être aussi des produits d'étanchéité sur des toits plats avec tous les risques d'inondation ou d'orage, de protection sur des tornades, de protection sur des tempêtes de grêle. Donc c'est un ensemble de matériaux qui permettent d'apporter de la performance au bâtiment, de décarboner des matériaux et également de la productivité sur les chantiers. Depuis 4 ans, vous avez développé Saint-Gobain, poursuivi son développement avec une politique d'acquisition dans le monde entier. Ces acquisitions qui viennent consolider vos métiers localement, vous les avez payées cash.
4 milliards d'euros déboursés en 3 ou 4 ans. Pour sortir 4 milliards d'euros cash, il faut avoir sacrément confiance en soi et avoir une sacrée confiance des actionnaires. Alors, je donnerai une réponse courte. Est-ce que vous avez un secret pour obtenir cette confiance et pour sortir comme ça 4 milliards cash ? Nous avons déployé une vision stratégique très claire, leader mondial de la construction durable. Et l'allocation de notre capital en acquisition, en cession, a été extraordinairement disciplinée. Une bonne exécution de nos résultats, puisque nos résultats, le résultat net par action de Saint-Gobain a été multiplié par 2. L'action en 5-6 ans est passée de 30 € à quasiment 100 €. Donc ça a été en 2023-2024 la meilleure performance du CAC 40. Saint-Gobain, vous voyez, pour une entreprise tricentenaire, c'est une belle performance. Donc ça a été beaucoup de discipline d'acquisition, de discipline d'exécution sur le terrain et une grande clarté stratégique. Et au total, nous avons fait tourner quasiment 40% du chiffre d'affaires de Saint-Gobain de 2018 à 2024, avec une internationalisation. Au-delà du développement dans la chimie de la construction, nous avons internationalisé le groupe. Nous avons maintenant un tiers de nos résultats en Amérique du Nord, un tiers en Asie et pays émergents et un tiers en Europe. Ça répond pas à ma question. Quand vous avez un conseil d'administration, vos actionnaires y sont représentés, vous leur dites on va avoir besoin dans les 4 ans qui viennent de 4 milliards. Quel est votre argument ? Comment ils vous font confiance ? Sur votre bonne mine ? Nous avons triplé notre flux de trésorerie. Donc nous avons développer nos propres moyens de génération de trésorerie pour dépenser ce cash dans les acquisitions. Donc nous avons considérablement augmenté les résultats, la génération de trésorerie. Et d'ailleurs, c'est même plus que les 4 milliards que vous citez, parce que sur 12 mois, nous avons dépensé 5 milliards en acquisition et sur 6 ans, 12 milliards. Donc en fait, on a vendu 10 milliards de chiffre d'affaires qui nous a apporté du cash. On a acheté 7 milliards plus stratégiques et plus rentables. Et donc ça fonctionne. Et c'est ça, cet effet de boule de neige positif qui fait confiance à nos actionnaires. Faut-il surtaxer vos super profits ? Alors ça dépend des pays, mais en France, on est déjà fortement taxé. J'ai compris. Donc la compétitivité du pays, ça passe aussi par le soutien aux entreprises, le soutien à l'innovation. Vous voyez, nous on dépense 60% de notre R&D en France. Donc c'est non, faut pas vous surtaxer. Le crédit impôt recherche, c'est très important pour l'innovation en France. Le violoncelle tel que nous le connaissons a été créé et nommé à peu près au moment où Colbert a créé ce qui allait devenir Saint-Gobain. En clair, l'instrument de musique dont vous jouez a le même âge que l'entreprise que vous dirigez. Quelle œuvre pour violoncelle vous semble exprimer le mieux votre style de management, Benoît Bazin ? Je vous pose la question parce que vous avez eu un premier prix du Conservatoire de Caen au violoncelle. Moi, je suis dans le collectif. Donc, je suis fondamentalement pour la place du violoncelle dans un quatuor à cordes. J'ai présidé pendant longtemps Pro Quartet, qui est une association de soutien en quatuor à cordes, et la place du violoncelle dans un orchestre, qui est toujours extraordinaire. Donc, moi, fondamentalement, mon rôle de dirigeant, c'est de faire jouer le collectif, de donner du sens, donc une clarté stratégique. C'est quoi la raison d'être de Saint-Gobain ? Construction durable. Et deuxièmement, faire en sorte que tous les talents individuels et collectifs soient fructifiés et soient au service du collectif, comme dans un orchestre. Donc Schumann ou Dvorak ? Moi j'aime beaucoup tous ces très beaux concertos de violoncelle. Dvorak, c'est aussi la symphonie du Nouveau Monde, le développement de Saint-Gobain aux États-Unis. Schumann, c'est magnifique. Donc il y a beaucoup de très très belles œuvres pour violoncelle. Allez, ce sera Schumann. Benoît Bazin, PDG de Saint-Gobain. Merci d'être venu parler à nos auditeurs un peu de Schumann pour vous remercier. Merci.